Bonjour à toutes, Bonjour à tous. c'est lundi. Et le lundi, c'est Armoirie sur Radio Cité de Genève. Votre magazine Rencontre se déplace et part à la rencontre des communes genevoises et de leurs blasons. Et à la découverte de toutes ces petites histoires qui font la grande histoire avec un grand H. T'as tout compris, Mister Armoirie. Et aujourd'hui, on parle de quelle commune ? Et nous sommes à Chênebourg aujourd'hui en compagnie de l'auteur et historien Christophe Villemier qui a publié un livre sur Chênebourg dont le titre est Chênebourg entre passé et avenir aux éditions Sladkin, un livre qui est disponible dans les locaux de la mairie de Chênebourg. Et donc, pour revenir aux armoiries de Chênebourg, eh bien sans surprise, comme à Chêne-Bougerie, on retrouve un élément du chêne. Mais ici, à Chênebourg, ce sont les feuilles et les glands sur un fond rouge qu'on peut voir sur les armoiries de la commune. En langage héraldique, voilà comment elles se décrivent. Deux gueules, donc gueule c'est la couleur rouge, semées de feuilles de chêne d'argent, à la branche de chêne de 3 feuilles englantées de 3 glands de sinople, donc la couleur verte, brochant sur le tout. Christophe Villemier. Le chêne apparaît évidemment sur les armoiries de Chênebourg. D'ailleurs, le nom de la commune porte également le nom de chêne, parce qu'au Moyen-Âge et pendant tout l'Ancien Régime, la région était composée d'énormément de chênaies. Donc des bois de chêne, on en trouve encore beaucoup, heureusement. Et ça a donné la caractéristique, en fait, pour les 3 communes, Chênebourg, Chêne et Chêne-Bougerie, qui ont un passé commun, évidemment. C'est des communes qui sont voisines, qui sont même imbriquées très très largement les unes dans les autres. Chênebourg et Tournai ont été même unies pendant un temps. Elles ont été scindées à la fin du 19e siècle pour former 2 communes différentes. Et alors, évidemment, au début du XXe siècle, dans les années 20, 23 en l'occurrence, les communes ont adopté des armoiries et elles ont pris en fait un emblème qui était naturel pour elles, soit le chêne. Alors elles l'ont décliné sur des manières différentes, les 3 communes, et on le retrouve maintenant encore. Alors c'était un territoire, et ça a été longtemps un territoire, un seul et unique territoire. Vous parliez de chênaies, mais qui était délimité, si j'ai bien compris, aussi par un grand chêne ou plusieurs grands chênes qui donc formaient donc ces 3 communes qui étaient constituées de petits hameaux. Et il y avait aussi, donc ça si on se replace au Moyen-Âge, il y avait aussi une maladière qui existait, qui était implantée ici. Alors je ne sais pas trop où sur ce territoire, mais ça a été longtemps donc un seul et même et unique territoire. Il y avait 2 maladières à Genève au Moyen-Âge, une à Carouge, une ici plutôt sur le territoire de Chêne-Bougerie. Donc une maladière, c'était un lieu où on plaçait finalement les lépreux. Et ça pendant des siècles. Celle de ce territoire-ci, des 3 chênes, son activité s'est arrêtée à peu près à la moitié du XVIe siècle. Et elle a duré pendant plusieurs siècles en l'occurrence. Un territoire très très grand, qu'on peut deviner, certains le devinent du moins sur le triptyque de Conraditz, vous savez, la pêche miraculeuse, qui date de la fin du XVe siècle. Et donc ça a donné une caractéristique pour la commune de Chêne-Bougerie. Alors évidemment, il y avait plusieurs hameaux dans ce large territoire, et l'agglomération, ou la communauté la plus importante du moins, c'était Chênebourg, qui était vraiment sur le lieu de passage entre la seigneurie de Genève, entre la ville de Genève et puis la Savoie. Et c'est par Chênebourg que nombre de personnes transitaient. Ça explique aussi le nombre d'auberges, le nombre de tavernes qui existaient ici. Plusieurs livres ont été faits d'ailleurs à cet égard. Et Chênebourg était un peu le centre, si vous voulez. C'était l'endroit où on tenait le marché, c'est là où les paysans de Tournai et puis de tous les environs venaient se réunir. C'était aussi là où on venait à l'église. Et puis avec le temps, évidemment, ça s'est un peu développé. Voilà. Et le chêne, évidemment, se retrouve sur les 3 territoires. Alors, il y a eu 3 grands chênes, évidemment, qui ont marqué les esprits, qui ont symbolisé, évidemment. Et pour en revenir à la maladière, ça a été pendant très longtemps des territoires un petit peu en friche. Il faut bien imaginer un bâtiment où que les gens, évidemment, évitaient, parce qu'il y avait des lépreux. Mais là, on est un petit peu plus vers Genève qu'à Chênebourg. Qui faisait aussi vivre le territoire, puisqu'il fallait alimenter ce bâtiment et tous les gens qui travaillaient aussi. Absolument, c'était aussi une exploitation agricole quelque part.
donc vous l'avez dit, c'est un lieu de passage qui est important. Donc Chênebourg devient très vite en fait un lieu important, un lieu de transit, un lieu de passage, et c'est aussi un lieu convoité. Et c'est pour ça qu'en fait Chênebourg, si on fait un petit saut dans l'histoire, dans le temps, va être à la fois genevoise, sarde, alors non, pas dans l'ordre là, genevoise, bernoise, ensuite sarde, c'est juste. Sarde, refrançaise. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a tant d'enjeux sur ce lieu en fait ? Pour différentes questions. On est déjà à la frontière en fait de différents territoires, de différents pouvoirs. On a d'une part le pouvoir de Genève, quand Genève est encore indépendante sous l'Ancien Régime. On a le pouvoir de la Savoie, qui n'est pas encore française. Ça sera que bien plus tard que la Savoie sera française. Et on a des cours d'eau qui sont des frontières naturelles. On va instaurer d'ailleurs une douane à Chênebourg pendant très longtemps, avec un péage qui sera évidemment le lieu de passage pour un petit peu obligé. Et puis c'est là aussi où il y a des artisans. On est vraiment aux portes de Genève. C'est une des portes qui mène à Genève. C'est une des explications pour laquelle l'endroit est assez important. Alors oui, ça va être convoité à bien des reprises. L'agglomération de Chênebourg va passer sous les différents pouvoirs au gré des aléas de l'histoire et des pouvoirs pour finalement devenir suisse en 1815 en fait, quand l'ensemble du canton se rattache à la Suisse. Mais à ce moment-là, Chênebourg forme encore une seule et même commune avec Tonnay. N'est pas tout à fait Chênebourg telle qu'on la connaît aujourd'hui. Exactement. Tonnay, c'est un petit hameau encore, enfin c'est même plusieurs petits hameaux qui ne forment pas une entité propre, si vous voulez bien. Et ces hameaux sont rattachés à leur voisin le plus direct et le plus important, et c'est Chênebourg, en l'occurrence. Et donc, déjà au XVIIIe siècle, on va estimer, et Napoléon va reprendre en fait ce principe, on va estimer que ça forme une entité propre. C'est pour ça qu'on va fonder cette commune, cette entité de Chêne-Tonnay, si vous voulez. Il faudra attendre 1863 pour que, en fait, des rivalités internes entre les deux entités, entre Tonnay, très paysan encore, et puis Chênebourg, alors beaucoup plus axé sur le commerce, sur l'artisanat et sur la modernité aussi. Chênebourg, pendant très longtemps, à la fin du 19e siècle, va être considéré comme une voie de la modernité. C'est là où on installe le gaz pour la lumière, c'est là où on va faire les premières routes, etc. Et il y a des rivalités qui se marquent aussi sous l'angle politique, en fait. Et puis des pétitions qui vont arriver au Grand Conseil pour scinder en fait les deux entités parce qu'elles sont un peu frères ennemis à ce moment-là. Et finalement, le Conseil d'État va accepter de scinder les deux communes pour former deux entités différentes. C'est aussi pour ça que Chênebourg, c'était, pour revenir à Chênebourg, entité en soi, c'est aussi pour ça le fait que ce soit moderne, que ce soit une ville en avance aussi sur son temps, mais qui soit toujours ce lieu de passage, que ça a généré aussi cette profusion d'idées, de rencontres, de débats, et qui a amené aussi à Chênebourg la Kulturkampf, par exemple, enfin le Kulturkampf, qui est venu jusqu'à Chênebourg. Le Kulturkampf, c'est un mouvement qui marque l'ensemble du territoire, enfin même l'ensemble de la Suisse, ça vient de l'Allemagne. Et c'est vrai qu'à Genève, ça a pris une tournure un peu particulière, très forte, très, très radicale, si vous me passez le terme. Et ça s'est marqué à Chênebourg, sous l'angle politique, premièrement, parce que certains édiles de la commune voulaient marquer une transition, voulaient se détacher finalement de l'Église, adopter une profonde laïcité, alors que dans les campagnes traditionnellement plus rattachées à la religion, et voire même pour certaines la religion catholique, eh bien non, c'était justement l'inverse, il fallait garder ces traditions. Voilà. C'est pour ça aussi qu'il y a eu cette scission, si vous voulez, spirituelle, mais qui s'est marquée sous l'angle politique. Ah oui, ça explique aussi cela en fait. Ouais. Ça explique cela et ça explique bien des choses. À Tonnay, on a par exemple monté des croix dans certaines campagnes à la croisée de chemins pour marquer une frontière en fait physique entre les territoires, mais c'était aussi une frontière spirituelle. C'était assez fort à ce moment-là. Évidemment, on a perdu un petit peu ces notions à notre époque. Et puis pour revenir à la modernité, Chênebourg, c'est aussi l'endroit où on va commencer à faire arriver un des premiers trams. Et ça, c'est une transition très forte, c'est une révolution.
lorsque le tram arrive en 1880 à peu près, tout le canton se déplace à Chennebourg pour assister à cette inauguration, parce que c'est vraiment révolutionnaire. Ouais, c'est fou. C'est la première commune genevoise équipée justement qui accueille le tram en dehors de Genève. C'est le premier tracé, si vous voulez, d'importance où un tram parvient jusqu'à sa destination. C'est toute une épopée, ça va durer près de 30 ans en fait, avec des rivalités entre Chennebourg et Carouge, parce que les deux souhaitent avoir un tram pour des raisons commerciales, pour pouvoir desservir non seulement les populations, mais aussi les commerces. Et puis, les deux communes se disent, il nous faut absolument le tram parce que ça va favoriser notre développement et puis, du coup, notre richesse. C'est finalement Chennebourg qui va gagner, après des débats épiques au sein du Parlement, des interventions multiples du Conseil d'État. Et finalement, le tram va s'imposer à Chennebourg, en venant remplacer finalement les anciennes diligences. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance du côté de Chennebourg ? Purement des jeux politiques. D'accord. Des jeux politiques, des relais au Grand Conseil aussi, de personnes importantes qui vivaient à Chennebourg, d'un maire notamment, qui avaient des relais très forts en politique, certains étaient aussi députés. Et puis finalement, c'était le tracé le plus naturel, si vous voulez bien, pour aller en direction de la France, en direction d'Annemasse, en l'occurrence. C'était cette idée, en fait, qu'on a finalement finalisée il y a très peu de temps avec le Léman Express, de boucle ferroviaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, l'histoire résonne jusque dans la modernité, dans les temps actuels, en fait. C'est ça qui est... C'est la première étape, si vous voulez, du Léman Express, en fait, où l'idée, c'était vraiment de raccorder Genève à la France par un réseau ferroviaire. Alors, ça n'était encore que le tram, ça n'était pas encore un train. Le train interviendra un petit peu plus tard, mais c'était vraiment une première étape. D'ailleurs, James Fazy le disait, l'appelait de ses voeux, avec colère, à certaines occasions. Quand est-ce qu'on fera enfin cette liaison entre Genève et puis Annemasse ? Et ça a été fait. Voilà. Et ça a été fait par le tram, qui est d'abord parvenu jusqu'à Chennebourg, et puis nous en second temps jusqu'à Annemasse. Alors vous disiez effectivement Chennebourg a toujours attiré en fait des personnalités importantes. Parlez-nous de ces personnalités qui ont vécu aussi à Chennebourg et qui ont marqué l'histoire. Alors on va commencer sans doute par le plus célèbre. On a un portrait à côté de nous, c'est Louis Favre. Vous savez, c'est un ingénieur qui habitait à Chennebourg, qui était un enfant de la commune. Une statue d'ailleurs se trouve sur la place de l'école. Ingénieur qui a donc conçu, réalisé les plans et qui est mort d'ailleurs dans le tunnel du Simplon à la fin du 19e siècle. Tunnel qui était évidemment éminemment stratégique à ce moment-là, non seulement pour la Suisse, mais également pour les liaisons nord-sud entre l'Allemagne et l'Italie. Et c'est sans doute un des personnages les plus illustres de la commune. Il y en a bien d'autres encore qui ont habité la région, Petit-Seine, le poète, auteur, et puis des industriels aussi qui ont favorisé le développement de la commune. Par exemple, on a eu un fabricant de cigares et puis de tabac à la fin du 19e siècle. Ce qui montre que voilà, ça a été une commune importante. Si on repart en arrière, on parlait du Moyen-Âge, c'était le bourg principal donc de ce territoire des Trois Chênes. Aujourd'hui, finalement, ça reste toujours une commune ultra dynamique et toujours attractive finalement. Elle garde ces caractères-là parce qu'elle demeure aux portes de Genève, à la frontière, donc c'est une des voies d'accès, si vous voulez, à Genève, et ce, malgré les embouteillages, malgré les problèmes de circulation qu'on connaît depuis maintenant une trentaine d'années, si c'est pas plus, Chennebourg reste et demeure dans cette dynamique qui a commencé très tôt, déjà au XVIIe siècle, puis qui s'est développée au XIXe, et puis tous les développements urbains du XXe siècle. Un immense et chaleureux merci à l'historien Christophe Villemier, auteur du livre Chennebourg entre passé et avenir aux éditions Sledkin, et un tout aussi grand merci à Sophie Urfer de la commune de Chennebourg qui a permis cette jolie rencontre. Les prochaines armoiries à découvrir sur Radio Cité Genève, ce sera dans 15 jours, mais quant à nous nous retrouvons dès demain pour un nouveau magazine Rencontre. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle suite de journée.